Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Dans cette nouvelle interview sur le changement, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Jérémy Coron, expert en neuroproductivité. Son truc à lui, décoder les mécanismes du cerveau pour nous aider à sortir de la culpabilité, de la fatigue mentale et des blocages invisibles qui freinent notre productivité au quotidien. Dans cet échange, on a parlé de ces moments où on veut se mettre en action, mais que rien ne bouge. De la procrastination, du manque d'énergie, de cette sensation de « je sais ce que je dois faire, mais je n'y arrive pas ». Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais simplement une mauvaise compréhension de notre fonctionnement cérébral? Jérémy nous explique comment notre cerveau peut devenir notre meilleur allié, à condition de respecter ses règles. C'est un épisode à la fois riche, accessible et profondément libérateur. J'espère qu'il vous aidera à mieux vous comprendre et à remettre du mouvement dans ce qui compte vraiment pour vous. Bonne écoute. Avez-vous l'impression de procrastiner tout le temps, d'être épuisé mentalement ou de ne pas réussir à passer à l'action? Et si ce n'était pas vous le problème, mais votre cerveau qui essaie juste de faire son job? Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un invité de marque qui va vous faire voir votre cerveau autrement. J'ai nommé le grand Jérémy Coron. Jérémy, tu es formateur, conférencier en neuroproductivité et auteur du livre « Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif ». Dans cet épisode, on va découvrir ensemble ta philosophie, tes conseils et ce qui, selon toi, peut vraiment aider nos auditeurs et auditrices à mieux comprendre le fonctionnement de leur cerveau afin de redevenir acteurs et actrices de leur changement. Donc bonjour Jérémy, je suis hyper heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci pour cette très belle introduction. Est-ce que toi, tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas encore et nous dire un peu comment tu es venu à t'intéresser au fonctionnement du cerveau et à la productivité et faire Ok, le lien la entre les deux. fameuse question de la présentation. Alors, pour faire simple, moi, je suis issu déjà d'un master de ressources humaines. D'accord, initialement, je viens d'ici avec beaucoup d'expérience dans le monde du recrutement. J'ai été responsable recrutement à partir de mes 24 ans et j'ai piloté 40 personnes en transversal par rapport à cette activité-là. Ok. Depuis tout jeune, j'ai une vocation vraiment à... C'est plutôt pas une vocation, mais j'ai vraiment un attachement important par rapport au temps qui passe. J'avais une obsession par rapport à ça à l'époque, à cette notion de vie qui défile en quelque sorte, chaque seconde qui passe de ma journée. Et je suis tombé un peu dans le piège, autour de mes peut-être 22-23 ans, à devenir vraiment obsédé par le temps et à chercher à tout rentabiliser. Ok, donc je me suis formé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup appris. Et en fait, malgré mes apprentissages, malgré mes formations, malgré un peu les programmes que j'ai pu suivre par rapport à ces sujets-là, j'avais constamment l'impression de stagner. En fait, j'avais plus l'impression de ne pas être à 100% de mes capacités. Et je pense que tu l'as déjà Ok. vécu toi aussi à ton niveau. Tu sais que tu peux faire plus, mais tu finis constamment chacune de tes journées avec la frustration de ne pas avoir fait plus. Ou encore pire, d'avoir fait beaucoup de choses, mais sans réellement savoir ce que tu avais à faire. Et ce que tu devais faire. Et ce que tu as fait réellement concrètement. Donc tu as constamment un peu ce brouillard mental de ne pas savoir si tu avances, si tu recules, et avec une frustration vraiment globale et constante de « Ok, mes capacités sont là, mon niveau actuel est beaucoup inférieur à ces capacités. D'où vient ce gap ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé, je fais des gros raccourcis parce que l'histoire est beaucoup plus longue, mais au cerveau humain. Et vraiment, le premier déclic, paradoxalement, vient de la musculation. Pourquoi? Parce qu'en commençant la musculation, j'ai eu la chance de tomber dans une salle avec des bodybuilders qui m'ont rapidement pris sur leur aile et qui m'ont expliqué l'importance du repos et de l'alimentation à l'époque pour prendre de la masse musculaire. Et en parallèle du coup du soin que j'ai apporté à mon repos et à mon alimentation, avec beaucoup d'erreurs à l'époque, mais déjà c'est une révolution pour moi par rapport à mes standards, encore une fois, passés. Naturellement, en fait, j'ai vu des progressions aussi au niveau de ma clarté mentale, de ma motivation, de mon énergie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tisser des liens entre le cerveau humain, la physiologie, la biologie et la productivité, qui sont des liens que je n'avais vus et lus nulle part ailleurs, et qui même aujourd'hui encore ne sont que très peu abordés quand on parle de productivité. En effet, dès qu'on ouvre un livre de productivité, on voit très souvent des outils, des hacks, des méthodes, des protocoles, mais on parle jamais de l'humain qu'il y a derrière. Et ça, c'est un peu mon cheval de Complètement. bataille aujourd'hui, c'est de remettre l'être humain au centre de l'équation de la productivité. En expliquant comme quoi on a beau avoir la meilleure des voitures de course possible, donc le meilleur système de productivité, si nous derrière, on a dormi 4 heures, on mange mal, on fait pas de sport, naturellement, la voiture, on va pas très bien la conduire.
On va avoir un Mm. accident. Pour la productivité, c'est pareil. Si l'être humain ne fonctionne pas, c'est pas l'outil qui viendra compenser un manque d'énergie, un manque de motivation, un manque de clarté mentale ou une trop grande procrastination. Donc vraiment, mon travail, moi, c'est pas de proposer des outils. Je le fais évidemment parce que ça reste nécessaire, mais uniquement plus les outils fondamentaux, mais vraiment, je m'attaque derrière à l'être humain, à sa biologie, à son alimentation, à son sommeil, pour donner simplement les clés aux personnes d'être plus productives, d'avoir les moyens, on va dire, en elles-mêmes, de pouvoir l'être. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai pu combler ce gap dont je te parlais entre les connaissances théoriques et vraiment la mise en application pratique pour atteindre ce fameux, entre guillemets, 100% de productivité. Voilà pour le raccourci un peu Ok. de l'histoire. Merci pour cette petite histoire, du coup, très raccourcie, j'imagine, mais hyper intéressant. C'est marrant parce que tu parles de musculation. Moi, c'est ce qui m'a amené aussi à faire le lien entre, du coup, la physiologie, la biologie et Ok. bah, nos comportements et ce qui se passe derrière, en fait, tout simplement. Et je pense que ce qui est déjà intéressant, c'est de prendre conscience de l'impact que toutes ces choses ont sur notre productivité, et pas que, par extension. Mm. Mais déjà, juste en prendre conscience, c'est hyper important, et je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas à quel point leur sommeil, leur alimentation, toutes ces choses-là, en fait, très basiques, ont un impact énorme sur leur quotidien et sur leur capacité à faire ou ne pas faire certaines choses. Le problème, c'est que depuis Descartes, on a une approche qui est très réductionniste de l'être humain, en fait. En Mm. fait, on a l'impression que chacun des éléments autour de nous sont des éléments qui sont séparés. Sauf qu'on le sait notamment grâce aux neurosciences, à la physique quantique et tout, etc., comme quoi tout est intriqué. Et comme quoi il faut parler et raisonner en termes de système, et non pas en termes d'éléments uniquement qui composent le système de façon individuelle. Mm. Si on n'a pas cette notion de lien entre tout, on peut pas réellement progresser. Donc c'est un peu aussi le Tout à but de fait. mon approche, c'est de montrer un peu la méta-vue de la productivité en lien avec l'humain, son environnement aussi, mine de rien, ses comportements, ses pensées, les outils, et j'en passe. Plus une approche systémique de la productivité, ou holistique, potentiellement que Mm. ce terme parle davantage à ton audience. Ouais, tout à fait. Euh, alors, toi, tu as développé le concept de neuroproductivité, si j'ai bien Mhm. compris. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça change par rapport aux méthodes classiques de productivité et de gestion du temps, par exemple? Mhm. Alors, la neuroproductivité, c'est un terme que j'ai effectivement, c'est un concept que j'ai créé pour décrire mon approche, qui repose sur des piliers que j'ai commencé à mentionner précédemment, que sont les neurosciences, pour Mhm. savoir comment fonctionne le cerveau humain, donc pour respecter son fonctionnement, ses besoins. La physiologie, cette fois-ci le corps humain, en quelque sorte. Je dissocie un peu les deux, mais les deux sont liés encore une fois, hein. Je vais pas le répéter à chaque fois, mais tout est lié. Et enfin, j'ajoutais à ça la dimension de la psychologie évolutive. Donc, on comprend en fait simplement comment était façonné le cerveau humain de par l'évolution. Parce qu'en effet, on a tendance trop souvent à l'oublier. Le cerveau humain, en fait, possède ce que j'appelle moi un agenda caché. C'est un autre concept que j'ai pu développer. Et en fait, il a un agenda, lui, hérité de millions d'années d'évolution. Ouais. D'accord? Si on divise le cerveau en différents morceaux, même si encore une fois, c'est trop simpliste, mais on va faire simple encore une fois. L'agenda caché du cerveau est médié par tout ce qui est système limbique. Donc, qui gère les émotions, les besoins, on va dire, primaires du cerveau humain. On pourrait dire Mhm. cerveau primitif. Encore une fois, c'est les gros guillemets, hein. C'est pas vraiment le vrai terme. Il n'y a pas de cerveau primitif, mais c'est un peu l'idée derrière. Et l'agenda plus conscient, c'est plus au niveau du cortex préfrontal, juste au niveau du front derrière. Donc en Mhm. fait, il y a vraiment un conflit entre ces deux agendas aujourd'hui. Toi, par exemple, tu Ok. veux créer ton business, gagner de l'argent, faire des plans sur 12 mois et j'en passe. Sauf que ton cerveau, lui, a des besoins qui sont déjà plus dans l'immédiateté. En effet, durant des millions d'années d'évolution, le seul but de l'être humain, c'était la survie et non pas la productivité. D'où le titre de mon livre d'ailleurs, hein. Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Grosso modo, c'est programmé pour survivre avant toute chose. Et ça, il y a des Mhm. conséquences par rapport à ça. Et si on ne comprend pas, naturellement, on va travailler contre son cerveau, non pas avec son cerveau. Et vraiment, cette notion des deux agendas fait écho à ça. Donc, on a le cerveau, on va dire, rationnel, le cortex préfrontal, qui lui est là pour tes objectifs à toi, perso, Ouais. santé, travail, argent, planification et j'en passe, très rationnel encore une fois. Et le cerveau plus primitif, médié par le système limbique, qui lui pense à juste survivre, à avoir du plaisir, à éviter l'effort pour économiser de l'énergie. Et souvent, il y a un gros conflit. Parce que toi, par exemple, quand tu planifies, je dis un toi, c'est un toi impersonnel, hein. Je ne te vise pas Mhm. personnellement, encore une fois. Ouais, ouais, bien Là, c'est sûr. un toi général. On peut dire le vous aussi, vous qui Même nous si je suis écoutez. concernée, bien concernée, mais On est tous plus ou moins à des niveaux différents. Mais par exemple, si tu planifies ta stratégie par rapport à ton podcast sur un an, en mhm. fait, tu viens
rentrer dans un état de dissonance évolutive. C'est le terme que j'ai encore une fois apposé par rapport à ce concept-là, qui dit simplement que les objectifs que tu te fixes ne sont pas en adéquation avec les besoins de ton cerveau. Parce qu'un an, c'est beaucoup trop long pour lui. Encore une fois, lui, durant des millions d'années, c'est l'instantanéité qui a prévalu sur le reste. C'était le plus important. Donc naturellement, si tu peux pas en fait concevoir le fait de faire un effort long de durée pendant un an sans retour immédiat, sans récompense immédiate. Pourquoi ? Parce qu'au niveau évolutif, ça équivaut littéralement à gaspiller son énergie sans rétribution, sans rentabilité. Sauf qu'à l'époque préhistorique, l'énergie, c'était le bien le plus précieux. Parce que c'est l'énergie qui permettait à nos ancêtres soit de fuir face à un danger, soit de combattre un danger. C'est comme l'essence dans une voiture. S'il n'y a plus d'essence, t'avances plus. Donc, l'être humain et le cerveau humain sont conditionnés pour économiser de l'essence, pour faire simple. Et donc, un objectif, encore une fois, à 12 mois, n'a pas cette rentabilité perçue par rapport à l'énergie que je vais dépenser à l'instant T. Il y a un écart entre les deux. Par contre, si tu viens, alors je balance beaucoup de mes concepts, mais c'est un peu, voilà, c'est le langage que j'ai pu développer, mais contracter le temps, ce que j'appelle la contraction volontaire du temps, et réduire non pas, passer de 12 mois à 12 semaines, en fait, déjà, tu viens rapprocher déjà la date d'échéance. Déjà, forcément, la motivation plus importante, parce que 12 semaines, ça passe assez vite. De surcroît, en faisant cette contraction volontaire du temps-là, en la faisant intelligemment, tu viens créer aussi des échelons intermédiaires. Ça peut être par exemple un échelon qui est hebdomadaire. Et donc, tu peux te dire avec différents systèmes, j'en parle dans mon livre, on pourra en parler après si jamais t'es intéressé, toutes les semaines, en fonction de mon niveau d'évolution, je viens m'octroyer une récompense. Donc, tu quittes la récompense uniquement en 12 mois pour la faire cascader cette fois-ci à une semaine. Donc, forcément, tu es plus motivé. Sauf qu'il manque un déclencheur, il manque un signal. Pour nos ancêtres, le signal, c'est une biche que tu aperçois au loin. Parce que qui dit biche dit augmentation potentielle de tes ressources disponibles, à savoir plus ici de nourriture, mais également potentiellement de la peau pour te réchauffer ou des os pour combattre et faire des armes. Donc dès qu'un de nos ancêtres voyait une biche au loin, son cerveau produisait une dose plus importante de dopamine, qui est le neurotransmetteur, comme tu le sais très bien, de la motivation à atteindre un objectif, pour pousser notre ancêtre à se mettre en mouvement, pour atteindre la biche, la tuer et obtenir sa récompense que lui a prévu d'avoir. Ok ? Donc il nous manque ça. Comment est-ce qu'on l'ajoute dans l'écosystème que je viens de décrire ? Une mécanique que j'aime bien, dont je parle encore une fois dans mon livre, je mets la main ici parce que mon livre est là, c'est pour ça. D'ailleurs, prenez-le sur Amazon. Petite autopromotion rapide. Ah ouais. Profites-en, tant qu'on est là. Plus sérieusement, en fait, une méthode que j'aime bien donner à mes clients, c'est d'avoir un système d'enveloppe sur son bureau. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, j'ai reproduit le schéma qu'utilisent les casinos pour nous rendre accros au jeu. Donc, tu prends 10 enveloppes. Dedans, tu mets 7 récompenses écrites sur un papier. Donc, c'est peut-être par exemple du chocolat noir, si t'aimes bien le chocolat noir. C'est peut-être une récompense plus intéressante et plus importante, telle qu'un restaurant. Ça peut être, je sais pas, de la musique, un jeu, peu importe. D'accord ? T'en as 7 sur 10. C'est que t'as 3 enveloppes qui sont vides. Tu mélanges le tout. Tu mets sur ton bureau. Du coup, t'as ton déclencheur qui, si t'as ta biche qui est sur ton bureau, tu vois ta récompense. Toute la semaine, t'y penses, tu veux l'avoir, tu veux l'obtenir. Sauf que s'ajoute à ça une notion également d'aléatoire et de hasard. Tu connais pas la hauteur de la récompense, si c'est plus du chocolat ou potentiellement un restaurant, et tu sais même pas s'il y aura une récompense ou pas. Parce qu'il y a 30% de chance ou de risque qu'il n'y ait pas de récompense. Donc tu as une notion aussi d'incertitude. Typiquement, c'est l'homme préhistorique qui chasse la biche, il la poursuit, il franchit la colline, il voit un troupeau. La dopamine monte en flèche. Là, c'est typiquement, on récupère cette fois-ci, par exemple, la méga récompense au restaurant. Où la biche s'enfuit, bim, plus rien. Du coup, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une chute de dopamine qui pousse ton cerveau à vouloir récupérer cette chute-là, la compenser. Donc ça te remotive pour la semaine suivante à voir tirer une enveloppe en plus. Et vu que tu as tiré une enveloppe vide, cette fois-ci, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une enveloppe pleine. Parce que tu passes de 10 enveloppes avec 3 vides à 9 enveloppes avec uniquement 2 vides. Donc ça fait monter un peu l'excitation aussi. C'est ça, parce que tu augmentes tes chances à chaque fois de récupérer ou non quelque chose. Donc voilà un peu, je suis parti un peu dans tous les sens. Mais l'idée vraiment, c'est que... ça suit un fil. C'est qu'il faut vraiment se rendre compte que la productivité, c'est vraiment un luxe pour le cerveau humain. Et que si les conditions de base ne sont pas réunies, le luxe n'est pas là. C'est comme t'acheter une belle voiture. Si t'arrives pas à boucler tes fins de mois, à remplir ton frigo, c'est une dépense qui est déjà pas envisageable et qui est en plus de surcroît inutile. La productivité, c'est pareil. Parce que c'est mettre sur la table de l'énergie dont on a besoin pour survivre, pour une récompense et un but qui d'une part est abstrait, une promotion, un salaire, c'est abstrait, ce n'est pas concret, et qui de surcroît arrive généralement de façon différée dans le temps. Donc si, encore une fois, on n'a pas des bons niveaux d'énergie de base, et ça on le voit tous, quand on manque de sommeil, quand on mange mal, quand on fait un trop gros restaurant et j'en passe, travailler est très compliqué.
parce qu'on crée chez nous en fait des réflexes biologiques qui viennent plus chercher à nous préserver de la dépense d'énergie qu'à nous placer dans une logique de justement venir la déverser, l'utiliser et l'exploiter. Mm, mm, mm. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais comment tu fais? Tu vois, par exemple, je reprends ta méthode des enveloppes. Tu Ouais. vois, je me dis, si je devais l'appliquer là, moi, demain, et d'ailleurs j'y ai pensé. Moi, je vois plus des petites boulettes de papier que je mettrais dans un pot, mais bon, après, Ouais, super. la forme est différente. Mm. Mais je me dirais, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de succomber à ce plaisir-là maintenant? Parce que ça, à quelque part, ça dépend que de moi. Donc, il y a une forme aussi de volonté de se dire, bah, je me cantonne à cette règle que je me suis fixée, tu vois. Mais qu'est-ce qui Mm. fait qu'à un moment donné, je peux pas me dire, bon, vas-y, j'en ai marre, je mets ça de côté et puis je continue à faire mon truc comme d'hab, Mm. quoi. C'est super intéressant. Déjà, souvent, quand ce comportement est présent, il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer, mais un manque d'énergie peut être à l'origine de ça. Parce que Mm. tu as moins la capacité, toi, justement, de résister à la gratification immédiate. Et de ce quoi on baigne dans un monde où, justement, le téléphone est omniprésent avec Instagram, notifications et j'en passe, les emails aussi, etc. Donc, forcément, tu es attiré, toi, pour, en fait, par plutôt ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Encore une Mm. fois, le fait que ton cerveau recherche le plus de récompenses pour le moins d'efforts possible à fournir. Typiquement, aller sur Instagram provoque de la dopamine sans aucun effort. Tu prends le Mm, mm. téléphone, t'y vas, tu scrolles et souvent t'es bloqué dans un trou noir pendant des minutes et C'est le des minutes tunnel. éphémères. C'est ça, complètement. De l'importance, soit de ne pas avoir ces réseaux-là, soit pour des gens comme toi et moi qui travaillent avec, je suis désolé pour la caméra qui bouge, je sais pas d'où ça vient, soit Pas pour les gênant. gens qui, comme toi et moi, travaillent avec ça, de au minimum déjà supprimer les notifications et de mettre des Mhm. bloqueurs d'applications. Moi, typiquement, si je vais sur Instagram à cette heure-là, bah, je peux pas y aller parce que c'est bloqué, toi. Hop, on voit ici, c'est complètement bloqué, je peux pas y accéder. Parce que Ok. je sais T'aurais que... des petites apps comme Ouais, ça qui te permettent de bloquer ou des choses que j'en tu ai. utilises, toi? Alors, je m'en sers d'une que j'ai arrêtée parce qu'elle est assez onéreuse. C'est Opal, qui coûte une centaine d'euros par an, et non pas par mois, heureusement. Ah oui, j'allais dire, Non, pas dis par donc. an, mais qui est très bien Ok. faite, qui est gamifiée, qui est très jolie. Donc c'est pour ça, elle est assez sexy à utiliser. Ouais. Sinon, là, je me sers actuellement de Jomo, donc Jomo, qui est un Ok. acronyme en opposition, je pense, à FOMO, donc Fear of Missing Out. Je pense que eux, on dit ça pour Joy of Missing Out, c'est ma déduction. Et sinon, t'as aussi OneSec qui est très très bien. OneSec qui permet simplement, donc là je parle vraiment de l'écosystème téléphone principalement, bien que OneSec soit aussi sur ordinateur, qui met une espèce de Mhm. mur en fait, intermédiaire entre toi et l'usage de l'application. Donc Ah imaginons oui, donc que ça met une là, friction, en c'est fait. ça. C'est Ouais. alors une friction de une et en plus une prise de conscience. Ouais. Parce que souvent ces comportements-là sont automatiques. Tu l'as Tout remarqué, à fait. tu vas répondre à un SMS typiquement sur WhatsApp que tu as reçu, tu vas sur Instagram sans t'en rendre compte. Ouais. Donc en fait, OneSec permet d'avoir un mur, effectivement, c'est marqué juste respirer. Ça prend 2 secondes. Comme ça, tu conscientises l'action. À l'époque, j'avais la version payante où en plus, tu pouvais activer la caméra frontale du téléphone. En fait, tu te vois en Oh. train d'avoir un comportement qui n'est pas bon pour toi. Ouais. Donc ça amplifie le côté, en fait, je renvoie une mauvaise image de moi-même que je ne veux pas justement subir. Je ne veux pas Ouais, ok. incarner cette image-là. Bah, une autre astuce avant d'expliquer, avant de répondre à tes questions, c'est de voir aussi un miroir sur son bureau. Parce que dès lors que tu procrastines, tu te verras en train de procrastiner. Donc ça renvoie une mauvaise image de toi-même. Mm, Et si mm, vous voulez mm, perdre mm. du poids, un miroir dans la cuisine, c'est une excellente solution aussi. Parce qu'entre à manger, entre guillemets, un burger ou peu importe une pizza devant un mur blanc ou devant un écran ou face à soi-même devant un miroir, c'est différent. Ouais, parce qu'on prend pas conscience de ce qu'on est en train de faire. Ou en tout cas, souvent, on est dans un espèce de déni à ce C'est moment-là. ça. Et Donc, on se renvoie l'image d'une ouais. personne qu'on ne veut pas être encore une fois. Du coup, il y a un Mm, mm. désalignement entre l'identité qu'on veut avoir et celle que l'on a réellement. Mm, mm, mm. Donc, c'est quand même une dissonance cognitive. Deux possibilités, soit tu caches le miroir, soit tu arrêtes. Ouais, chacun fait comme il veut en termes de solutions. Très intéressant. Et pour répondre à ta question justement de cette notion de OK, j'ai mon tas d'enveloppes, Jérémy, c'est bien sympa, mais qu'est-ce qui m'empêcherait moi de procrastiner? Alors, c'est une très bonne remarque. Déjà, il faut avoir conscience que il faut déjà avoir un bon niveau d'énergie pour faire cette astuce-là. Pour quelle raison? Parce que voir constamment les enveloppes sans les ouvrir, ça a un coût aussi. C'est comme Mm. si jamais tu as chez toi constamment des Kinder Bueno alors que tu es au régime. Il y a un effort cognitif à activer pour ne pas aller prendre ces Kinder Bueno. Donc, tu as un effort cognitif, un peu comme les enfants, toi, devant les cadeaux de Noël, à attendre potentiellement minuit ou le lendemain avant de les ouvrir. Là, c'est pareil, ce sont des cadeaux. Donc, l'effort déployé, forcément, va te coûter de l'énergie. Donc, il faut déjà une bonne réserve d'énergie pour, entre guillemets, te permettre de gaspiller cette énergie-là. OK? Ok. Et en plus, ça, c'est un chercheur, je crois que les psychologues, c'est Roy Baumeister qui en parle très bien.
Comme quoi, la motivation, en fait, c'est comme un muscle. Plus tu vas l'utiliser, plus elle vient s'estomper, diminuer, se fatiguer. Donc, potentiellement, Ok. qu'à force d'avoir ça, tu peux, toi, si tes niveaux sont pas assez élevés, entraver ta motivation pour le reste de la journée. Maintenant, on parle de solution. La solution ici se trouve où? Simplement dans le fait d'avoir un tiers avec toi, une autre personne. Imaginons que tu te dises, OK, mon objectif cette semaine, c'est de, je sais pas, de faire 3 podcasts et de les inviter. Alors, c'est peut-être pas top parce qu'ils peuvent t'échapper, mais c'est de rédiger par exemple 3 articles, disons, si tu en rédiges. Ouais, c'est pas en ton contrôle total, donc ouais, Voilà, les c'est ça. invités peuvent te Ouais. planter, du coup ça marche pas. Les articles, c'est plus effectivement dans ton contrôle à toi. Si tu en rédiges que 2, en fait, la personne à qui tu as confié tes enveloppes, par exemple, te dit non, en fait. Tu m'as pas donné la preuve me permettant, moi, tiers de confiance, de te donner ta récompense. Donc tu l'auras pas. Hmm. Cette personne est neutre, en fait. Et en plus, l'autre avantage par rapport à ça, donc tu as ce garde-fou dont on vient de parler, mais de surcroît, c'est un peu à l'image d'un coach sportif, tu veux pas le décevoir. En fait, il est plus coûteux pour toi, au final, de devoir te justifier par rapport à ce partenaire Mhm. que d'écrire tes articles. Donc, tu vas écrire tes articles. Donc, la solution peut se trouver ici. Oui, cette peur aussi du jugement, du coup, Bien sûr, qui rentre complètement. en jeu à ce Et de la moment-là. Donc, justification. ouais, tout à Tu veux fait. faire du sport, la meilleure solution sera un partenaire de sport, parce que lui dire non, je ne veux pas y aller est plus coûteux que d'y aller. C'est aussi bête que ça. Ouais. Ouais, surtout que la personne en face de toi va te dire mais pourquoi? Mais qu'est-ce Hmm, qui t'arrive? hmm. Donc forcément tout de suite ça change un petit peu les choses. Je voulais te demander aussi parce que ton approche elle est un peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de Mhm. voir, surtout au niveau de la productivité. Il y a énormément de mythes, de croyances sur ce sujet-là et souvent, je trouve, moi, ça entache pas mal l'estime de soi, aussi la confiance en soi, parce que souvent, quand Mhm. on essaye de mettre des choses en place, par exemple des listes de tâches, des to-do, de gestion du temps, etc., et qu'on n'arrive pas à le faire, bah c'est hyper pénalisant, je Mhm. trouve, parce qu'on se sent comme une merde à la fin. Mhm. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, en fait. Et du coup, je trouve que ça a tendance, en fait, à amplifier le problème, au fond. Mhm. Et donc, pour toi, c'est quoi aujourd'hui les plus gros mythes sur la productivité que là, aujourd'hui, t'aimerais enterrer pour de bon? Alors déjà, la liste de tâches en est un, Ok. très clairement. En effet, le problème d'une liste, c'est qu'une liste par essence est infinie, le temps lui est fini. Donc ça, c'est déjà un des deux problèmes. Tu peux te fixer littéralement, sans aucun problème, 1000 tâches à la journée. Tu pourras pas les faire. Sauf que ces 1000 tâches restent là. Donc tu as une frustration par rapport à ces tâches-là qui restent en suspens, malgré le fait que toi, tu les aies planifiées. Mm. Également, les listes de tâches viennent activer ce que Barry Schwartz appelle le paradoxe du choix. T'as déjà été au restaurant, toi, face à une carte trop remplie. Tu mets une demi-heure à décider qu'est-ce que je prends entre le poisson A, le poisson B, le poisson C, la viande A, B, C, et j'en passe. Et en Ouais. plus de surcroît, quand tu fais ton choix, quand tu valides ta décision, très souvent tu te dis, mince, peut-être qu'au final le magret de canard était meilleur que le, je sais pas, le civet de cerf, peu importe. Tu regrettes le choix que tu as pris. Pourquoi? Parce que Ouais. ton cerveau, et ça, alors je cite beaucoup de gens, mais c'est important de rendre à César ce qui appartient à César, forcément son nom m'échappe en disant ça, et c'est terrible, je ne connais que lui en plus. L'énergie libre, c'est... Ah, je suis désolé, il faut que je recherche. Tac, 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 tac. Je peux pas t'aider Carl là. Friston. Carl Friston. Avant de trouver, heureusement, ça m'est revenu. Carl Friston, en fait, c'est un des neuroscientifiques, c'est le Einstein des neurosciences. Ok. Enfin, simple, c'est un mec qui n'est pas assez connu à mon sens. Mais Carl Friston, c'est pas le seul à l'avoir théorisé et démontré aussi, hein, comme quoi le cerveau est un organe de prévision et non pas uniquement de réaction. Le lien avec les listes de tâches ici, il est où? Simplement dans le fait que dès lors que tu vas lire tes tâches, tu vas te projeter par rapport à toutes ces tâches-là. Te projeter dans Mm. comment je vais les faire, de quoi vais-je avoir besoin, qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne les fais pas, quelle récompense je vais obtenir si jamais je les fais. Tout ça, ça ouvre énormément de ce qu'on appelle des buffers cognitifs. Ouais. En fait, ça ouvre des espaces mentaux, des tiroirs mentaux dans ton cerveau. Sauf que, on le sait très bien grâce à la loi de Miller, comme quoi le cerveau humain, en fait, a une capacité de mémoire qu'on appelle la mémoire de travail, celle qui sert à manipuler des informations, que du 7 plus ou moins 2, donc entre 5 et 9 éléments. Dès que tu as une Ok. liste potentiellement qui excède les 10, 15 éléments, que tu la lis, tu viens déjà saturer cette mémoire en question. Ce qui crée beaucoup de charge mentale et de brouillard mental. Et de surcroît, encore une fois, cette notion de projection explique le pourquoi du comment tu as du mal à décider, parce que ton cerveau se projette partout à la fois, et pourquoi tu regrettes tes choix. Donc la solution ici, elle est où? C'est de certes avoir une liste de tâches, c'est important d'avoir une, mais pas de s'organiser autour de cette liste en question. Tu viens la remplir avec ce qu'on appelle couramment en productivité une boîte de réception ou une need box où tu balances tes idées.
Et soit en Ok. début de journée, et encore mieux, selon moi, en début de semaine, tu viens répartir ces tâches-là, dans ta semaine. Et après, tu la mets D'accord. de côté, tu la fermes, tu ne la touches plus. Évidemment, tu les répartis dans un agenda. Parce que contrairement à une liste de tâches, l'agenda, lui, est fini. Il commence à minuit, il se termine à minuit. Mhm. Après, on va cascader un peu sur une nouvelle erreur qui est celle de l'agenda, justement. Un agenda bien structuré n'est pas un agenda qui est vide, mais qui est plein. Je m'explique. Avant toute chose, si jamais vous souhaitez effectivement vous organiser par ce qu'on appelle le time blocking, donc mettre des blocs de temps dédiés à des tâches sur un agenda type Google Agenda, prenez le temps avant toute chose de commencer par délimiter toutes les phases, tous les blocs qui viennent augmenter ce que j'appelle vos ressources disponibles. Votre sport, votre sommeil, le repas, les temps de marche et j'en passe. Les pauses aussi. Comme ça, on structure déjà le temps qu'il vous reste autour des choses qui viennent augmenter vos niveaux d'énergie, qui viennent vous ressourcer. Ok. Pourquoi? Parce que comme j'ai pu le mentionner en début d'échange, le but premier du cerveau humain, c'est d'économiser son énergie. Donc Mhm. si on vient mettre des sas qui viennent lui en redonner, il sera plus à même d'en gaspiller entre guillemets pour des tâches productives par la suite. Ok. Ok? Et en plus, ça donne une vision plus réelle du temps entre un agenda qui est vide de minuit à minuit et un qui est déjà plein. Je sais pas si t'as des enfants, toi, moi j'en ai, mais déjà de 7h du matin jusqu'à 9h, j'ai le sport, les enfants. Donc là, en fait, j'ai pas de temps pour mon travail, c'est pas possible. Mhm. Après, de midi à 13h30, j'ai mon repas, ma marche, ma sieste. Ok. En fin de journée, j'ai les enfants encore une fois. Il y a déjà un vrai cadre qui s'impose. Et je vois que mon temps disponible de la journée, c'est pas 24 heures. Potentiellement, j'ai 4-5 heures grand maximum. Et encore grand maximum. C'est hyper intéressant parce que tu vois, enfin, comme ça, intuitivement, on aurait l'habitude de faire l'inverse, c'est-à-dire de Hmm. pas mettre, pas bloquer du temps pour ces choses-là parce qu'on se dit, bon, bah, c'est le quotidien, c'est classique, c'est normal, c'est le. Et en fait, de bloquer du temps juste pour les tâches qui vont se rajouter, et du coup, on n'a pas cette vision de combien Hmm. de temps on a exactement dans notre journée. Donc, c'est hyper intéressant de le voir comme ça. Parce que de une part, c'est le quotidien, comme tu l'as très bien mentionné, mais de surcroît, ce quotidien va forcément s'imposer à toi. Tu vas devoir Mm. manger, tu vas devoir gérer tes enfants. Ouais. C'est obligé. Donc autant ne pas se voiler la face par rapport à ce qui est réel, par rapport à ce qui existe, autant le mettre en évidence et composer autour. Après, autre astuce que je donne aussi, souvent à mes clients, j'en parle peut-être dans mon livre, je sais plus trop, ça peu importe. Euh, je recommande aux personnes, avant encore une fois de mettre la moindre tâche possible imaginable, de mettre en place une zone tampon en fin de journée, une demi-heure. C'est une zone en fait qui est bloquée, mais sur laquelle on peut rien mettre. Pas de travail, pas de rendez-vous, rien du tout. Pourquoi? Parce que dans les modèles classiques de productivité, là c'est encore une idée reçue que l'on va démonter ensemble. En fait, dans ces modèles-là, tout se passe bien. Tu Ouais. planifies, en fait, tout se passe parfaitement à la lettre. Sauf que la nature, le vivant, par essence, est chaotique. Un imprévu, un appel, un enfant malade, une nounou absente et que j'en passe. Moi, typiquement, ma nounou fut absente en début d'année durant 3 mois consécutifs. 3 mois, c'est long quand même. Hein. Voilà, 3 mois, Ouais, c'est dur. extrêmement long. Alors là, c'est un cas extrême que je décris ici. Mais juste imagine que tu crois te faire tes 3 articles cette semaine. Entre-temps, tu as, je sais pas, un appel client, etc., un rendez-vous, une conférence à animer. Si jamais tu as déjà saturé ton agenda et que tu n'as plus aucun slot disponible, tu peux pas. Donc forcément, tu vas Ouais. t'asseoir sur ta récompense. Parce que l'événement chaotique a perturbé ta prévision initiale. Par contre, et si tu as ne serait-ce que 30 minutes par jour de SAS tampon, t'as 2h30 pardon, du lundi au total jusqu'au vendredi au cumulé pour absorber le chaos, pour absorber les imprévus. Donc tu peux encaisser un imprévu sans pour autant chambouler ton agenda. Après, on va poursuivre vraiment, le fil rouge de l'agenda est très bien, je pense, par rapport à ta question. On va poursuivre avec une autre idée reçue, qui est la notion, on va dire, que toutes les heures se valent pour être productif. Là, je fais écho à une Mm. notion dont je parle depuis 2018 qui s'appelle le chronotype. Maintenant, c'est devenu à la mode, tout le monde en parle. J'en parle depuis déjà, on est quoi, en 2022, 23, 5. 25, Donc ça 25. fait, ouais, Ça fait ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans que j'en parle. Comme quoi, effectivement, en fait, on possède tous en nous ce qu'on appelle un rythme biologique, une horloge interne, pour faire plus simple, qui vient Mm. directement dicter littéralement un peu comme un chef d'orchestre le tempo de production des hormones, la température corporelle, les productions, alors vulgairement parlé d'énergie et j'en passe, l'activation des organes aussi et j'en passe. Quand on comprend cela, on comprend de façon macro, on verra le micro juste après, que nos Mm. niveaux d'énergie du matin ne sont pas ceux du soir. Et que tes niveaux d'énergie du matin ne sont pas mes niveaux d'énergie du matin aussi. Moi, je suis quelqu'un Tout de à très fait. matinal. Toi, je sais pas. Peut-être que tu l'as aussi. Peut-être que tu es plus Pareil. vespéral. Voilà. Il y a des gens, par contre, qui sont plus vespéro. Vespéro, c'est quoi? C'est plus le soir. Donc, demander à ces gens-là d'être aussi efficaces le matin que nous, c'est pas possible. Mm. Là, comme le dirait très bien Frédéric Delavie en musculation, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas.
T'as beau demander à une personne de petite taille de faire un dunk, elle a beau vouloir le faire, elle le pourra pas. Donc, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Moi, me demander de bosser jusqu'à 23 heures le soir, j'ai beau vouloir. Je pourrais pas. Je peux pas, ouais. En fait, je vais mettre 3 heures à faire un travail qui m'aurait pris, je pense, 3 quarts d'heure en matinée. Là, typiquement, hier soir, j'ai passé ma ceinture de Krav Maga, ma ceinture verte, jusqu'à quasiment Ah, minuit. félicitations. Merci. Jusqu'à quasiment minuit, je l'ai passé. À minuit, ça commence à être dur quand même. Moi, ça fait déjà 2 heures que je dors minimum. Donc, on compose avec, on s'adapte, c'est ponctuel, c'est sporadique, ok. Mais sauf que quand c'est une norme pour les personnes de placer leurs tâches au hasard, en fait, elles font fi de leur capacité à un instant T. Par contre, quand tu comprends que toi, t'es plus matinal comme moi, et potentiellement que Jean-Jacques qui nous écoute, là c'était un Jean-Jacques qui va être waouh, génial. Jean-Jacques qui nous écoute lui est plus du soir, et ben Jean-Jacques a davantage bénéfice à faire ses tâches compliquées le soir et pas le matin. Et à faire l'administratif le matin et à faire le compliqué le soir. Alors que moi, l'administratif le matin, c'est une perte de temps. Parce que je viens gaspiller un pic d'énergie, à la fois physique, mais aussi cognitif. Ouais. Inversement, faire des tâches, on va dire, compliquées en soirée, comme déjà mentionné, là je viens travailler contre mon organisme qui a besoin plus de repos. Ok. Donc Ok. déjà, encore une fois, une autre idée reçue à démonter, cette notion de tout le monde a le même niveau d'énergie. Et que l'énergie, en fait, ne fluctue pas au cours de la journée. Donc là, c'est pour la version macro, comme j'ai pu te le dire, notamment très bien démontré par Nathaniel Kleitman, qui en a parlé durant des années par rapport au sommeil. Et maintenant, version plus micro, on va s'intéresser maintenant aux travaux, cette fois-ci, de Paris Schwartz, non, Tony Schwartz, cette fois-ci. Tony Schwartz et des rythmes ultradiens. C'est-à-dire que Ok, là, on a vu ouais. cette notion de segmentation presque à la demi-journée, qui est assez basique et bateau. Maintenant, en fait, Tony Schwartz nous a démontré comme quoi on a tous aussi un rythme, cette fois-ci non pas circadien, donc l'horloge interne dont j'ai parlé précédemment, mais aussi ultradien, qui est un rythme beaucoup plus court, qui dure en moyenne 90 minutes. Et comme quoi le cerveau humain, durant 90 minutes, serait capable d'être très productif, mais surtout qu'après ces 90 minutes, et c'est là le plus important, on a besoin d'une pause pour compenser. Généralement, c'est 20 minutes. On parlera après des pauses si jamais t'es intéressé sur comment prendre une bonne pause. Et donc, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'à l'intérieur de nos rythmes dits chronotypes, donc toi plus du matin, d'autres plus du soir, il faut caler ces fameux rythmes ultradiens. Ok. Donc, tu peux te dire que toi, et toi en ton compte, en plus, c'est encore plus facile, tu peux dire, OK, à 8 heures, de 8 heures à 9h30, rythme ultradien numéro 1. Je me focalise à fond sur une tâche donnée. Après, je prends une demi-heure de pause, typiquement jusqu'à 10 heures, et de 10 heures jusqu'à 11h30, deuxième rythme. Et après, je prends un pause déjeuner, par exemple. Du coup, tu as 3 heures de productivité dès le matin. Ok. Et par contre, l'après-midi, tu vas respecter aussi ce schéma-là, mais tu seras pas aussi productive. Mais tu vas retenir, Oui, par contre, forcément. grâce à ce rythme-là, que tu as besoin d'une pause. Parce que même quand tu tournes plus au ralenti, une pause est nécessaire. Et même est davantage nécessaire, j'ai envie de dire. Je parle beaucoup, je suis désolé. T'as des questions ou est-ce que c'est bon? Non, non, c'est hyper intéressant. Au contraire, tant que Je tu suis le vais fil. enchaîner avec les pauses. Qu'est-ce qu'une De bonne toute pause? façon, je te stoppe si jamais j'ai des choses à dire, mais Ça c'est marche. hyper intéressant. Qu'est-ce qu'une bonne pause? On travaille devant des écrans. Et je pense que les gens qui t'écoutent aujourd'hui travaillent majoritairement devant des écrans. Il y a des chances. Il y a des chances. Qui dit un écran, déjà dit une pièce dans laquelle est enfermé cet écran, à savoir potentiellement un bureau, un salon et j'en passe. Pourquoi je dis ça? Déjà parce que l'environnement est un élément très important. C'est pas le sujet, on en parlera après si jamais t'es intéressé. Mais surtout, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que le cadre dans lequel nous sommes est très petit. Là, alors virtuellement parlant, t'es à quoi? 50 centimètres de moi, toi? Le micro est à 10 centimètres. Le plafond, allez, s'il est à 80 centimètres, 1 mètre, c'est le maximum. Sauf que on a évolué durant des millions d'années pour être dans un environnement où il n'y avait pas de fenêtre, pas de porte, pas de mur, qui s'appelle la nature, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on s'intéresse un peu à la concentration et aux neurosciences, on comprend rapidement que les yeux jouent un rôle capital par rapport à ça. On va encore une fois simplifier les choses. Il y a deux modes qui vont nous intéresser par rapport au regard. Le mode vergence et le mode magnocellulaire. Là, toi et moi, on est en vergence. Toi et moi, on est en Ok, vergence, là. La vergence convergée. Toi, voilà, ok. grosso modo, c'est mon regard est sur un point fixe devant moi. C'est un mode qui est génial pour la concentration. Pourquoi? Parce qu'il vient produire très légèrement, c'est pas énorme, c'est vraiment une toute petite production de noradrénaline qui place le cerveau dans les bonnes conditions pour être attentif, concentré, motivé et minutieux. On utilise un peu cette technique en hypnose aussi, donc Ah bah bien sûr, complètement oui. D'ailleurs, j'ai déjà fait de l'hypnose. J'ai hypnotisé quelqu'un une seule fois.
Ça m'arrive. Ah, hyper On pourra en intéressant. parler si Ouais, jamais t'es carrément. intéressé. Euh, Nos ancêtres, lorsqu'ils devaient cueillir typiquement des baies, j'aime bien cet exemple-là, est en mode vergence. Je me concentre sur les baies. Ok. Mhm. D'où cette notion de le regard qui est fixe induit une concentration plus importante pour cueillir avec minutie. Sauf que ce mode-là, vu qu'il induit la concentration et la motivation, est très énergivore. Et en plus, il crée un état léger de stress aigu. Parce que quand tu vois là, tu vois pas ton environnement. Mhm. Sauf que s'il y a un prédateur, il faut être capable de le repérer au loin. D'où ce stress aigu qui est présent pour être plus alerte par rapport à ton environnement. Maintenant, l'idée quand on se repose, c'est de couper ce mode-là. Pour le mode magnocellulaire, comme j'ai dit précédemment. Donc là, c'est le regard qui est plus périphérique. À la Ok. fois qui Mhm. s'étend en largeur, on va dire, en hauteur aussi et au niveau du bas. La basseur, ça se dit pas, donc au niveau du bas. Et aussi en profondeur de champ. Ce qu'on a perdu aujourd'hui. Hein. On a très peu de profondeur de champ aujourd'hui. Et aussi encore moins la vision latérale, on en perd de plus en plus. Donc, ce qui veut dire que le meilleur repos possible, c'est de quitter son bureau, d'aller dehors et de balayer l'horizon du regard en marchant. Pour Ouais, pas plusieurs raisons. regarder ses pieds, quoi. Bah ouais, ni ses pieds et ni surtout ça. Ni son téléphone, ouais. Voilà, ni son téléphone. Ouais. Ni son téléphone parce que tu reviens en mode vergence. Mm. Donc l'idée déjà, c'est que les personnes puissent déjà sortir. Première chose, ou au pire, si elles sont en bureau en open space, regardez par la fenêtre. Ça fait déjà du bien. C'est pas Mm. l'idéal, mais à défaut de mieux, c'est très bien. Donc vraiment prendre le temps de balayer, regarder, contempler, sans écouteurs, sans téléphone, sans podcast, sans mail, sans rien. Parce qu'il faut Ouais, couper. parce que c'est l'erreur qu'on fait, Bien c'est sûr, il faut l'erreur qu'on fait à couper. chaque fois, en fait. En fait, on Ouais. vient réinduire sinon du bruit cognitif autour de nous. Et de surcroît, Mm. si on écoute des podcasts, si on écoute potentiellement des messages vocaux, si on lit des emails, on vient rouvrir ces fameux buffers cognitifs Mm. dont on a parlé précédemment. Donc on vient créer plus de la surcharge mentale, plus que du déload mental. Et en plus, via l'extérieur, il y a plusieurs autres bénéfices. Déjà, la marche induit du mouvement, donc une Mm. activité physique pour laquelle nous sommes faits, littéralement. De surcroît, la marche induit une exposition au soleil, donc de la vitamine D qui vient arriver, induit aussi une meilleure réoxygénation, parce que l'air dans un bureau est souvent pollué par les machines, par la poussière, etc. Donc s'aérer, c'est très bien. Et en plus, encore une fois, on est fait pour marcher. Littéralement, nous sommes faits pour être en mouvement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, on parle très souvent actuellement, et c'est un peu un phénomène de mode, de la règle des 10 000 pas. Oui. Tout le monde en parle, etc. C'est très bien en soi. Mais je préfère qu'un de mes clients ou qu'une personne qui nous écoute ne fasse que 7 000 pas à la journée, mais de façon fragmentée tout au long de la journée, plutôt que 10 000 pas en fin de journée. Ouais. Toi, moi, je fais beaucoup de sport. Alors, jusqu'à peu, je faisais 5 séances de musculation par semaine dans ma salle, 2 séances de Krav Maga, une séance de pancrace, un peu de course à pied et environ 15 000 pas par jour. Waouh! Ok. Elle est où la récup? Bah, la cup dans le sommeil, les siestes. Et mes séances de sport sont assez courtes. Si on met de côté C'est l'aspect plus fou. sport de combat. Mais tout ça pour dire que je me considérais pas comme étant quelqu'un, on va dire, d'actif avant de faire ces 15 000 pas par jour. Parce que la Mm. musculation, c'est pas du sport. Ouais. Une discipline, etc., m'aurait souvent allongé, voici. Donc, avoir l'illusion de se dire, je compense 8 heures de position assise par 1h30 assis sur un banc, plus des haltères, ça marche pas. Ouais, ça fait pas Idem trop. l'illusion de se dire, en fait, je reste 8 heures assis et je marche 1h30, ça va changer. Non plus. C'est la fréquence qui est importante. La fréquence est Mm. plus importante, encore une fois, que la quantité. Et c'est la raison pour laquelle, derrière, là, on le voit un petit peu, mais j'ai un bureau assis debout pour mes Ouais, rendez-vous avec mes clients avec un nickel. tapis de marche. Moi, je marche durant mes rendez-vous clients. Parce qu'aussi, ma typologie client me le permet. Ma Oui. compagne qui est experte en sommeil, si elle marche devant des clients qui sont affaiblis, qui manquent de sommeil, ça va pas. Parce qu'elle va les épuiser. D'ailleurs, ce Forcément, serait faut hyper aussi. intéressant de l'avoir ici prochainement, hein. Je sais pas si c'est Ah quelque bah, chose qui peut se si, faire, si, mais bah, dès que je finis le podcast, j'irai marcher avec elle, donc je ferai avec grand plaisir lui en toucher un mot. ça peut être hyper intéressant parce que beaucoup de gens qui nous écoutent sont intéressés par les problématiques de sommeil, justement. Donc, Ah bah voilà, avec Aurélie est grand la personne plaisir. qu'il vous faut, oui. Comme tu le sais, alors, ce podcast, il est vraiment orienté niveau changement. Ok. Et je trouve que bah, ça rentre bien dans le cadre, étant donné que bah, pour changer, il faut éviter la procrastination, évidemment. Mhm. Ça demande une grande dose d'énergie aussi. Et Oui. donc, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui veulent changer, mais qui n'y arrivent pas. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là, en fait? Comment tu pourrais les aider pour se mettre en mouvement? Parce que souvent, on entend parler de motivation, de volonté, etc., etc. Je trouve que c'est assez limité,
en fait. Mm. Toi, avec tes connaissances et avec ton expertise, est-ce que tu aurais d'autres grilles de lecture qui permettraient aux gens qui nous écoutent, en tout cas, de réussir à se mettre en mouvement vers la personne qu'ils veulent devenir? Super intéressant. Bah déjà, le premier mot à dire, c'est qui voulez-vous devenir en fait? Commencez par identifier cette personne. Ça commence par là. Première chose. J'ai donné un cours devant des préparateurs mentaux justement à qui j'ai fait faire cet exercice-là de comment motiver leur coaché à avoir des bonnes habitudes pour atteindre l'image qu'ils veulent avoir en fait. Mhm. Et une des idées que j'ai eues durant ce cours-là, en fait, vu qu'on est sur des préparateurs mentaux qui s'adressent à des sportifs, c'est de dire en fait identifier quelqu'un de physique, de réel qui existe, vers qui vous voulez tendre. Peut-être pas tout chez elle, peut-être son niveau de confiance en elle, peut-être son élocution, son niveau d'expertise. Mhm. Prenez voilà vraiment un élément chez cette personne que vous admirez. Maintenant, après une fois que c'est fait, donc ce niveau-là, c'est le niveau 10 parce que c'est votre but ultime. Après, il faut s'évaluer soi-même. Est-ce que je suis plus à 8 ou plus à 3? Ouais. Ok. Après, on vient décomposer. Ok, qu'est-ce qui me manque concrètement? Là, une méthode que j'aime bien, ce que j'appelle moi, c'est l'apprentissage laser. C'est vraiment identifier une sous-compétence. Typiquement, prenons l'exemple de la prise de parole en public. Mhm. Dire je vais être meilleur en prise de parole en public, ça veut tout et rien dire. Parce que ça passe par, d'une part, l'expertise par rapport à son sujet, d'autre part, la prestance qu'on peut avoir sur scène, qui passe elle-même par le style vestimentaire, la posture, le souffle. Également, si on parle plus maintenant de la partie vocale, il y a les silences, l'intonation, l'inflexion de la voix, le niveau de la voix, la vitesse de la voix. Ouais. Tout ça, en fait, c'est les éléments en fait, à prendre en compte. On ne peut pas progresser sur tout en même temps. C'est impossible. Mm. Donc, on vient isoler des sous-compétences qui sont, entre guillemets, les plus importantes pour nous, le fameux 20-80 de Pareto. OK? Et après, on fait en sorte de transformer l'acquisition de ces compétences-là en habitude. Et surtout, en mise en pratique. Parce que souvent, l'erreur que font les personnes, c'est de se contenter de lire X bouquins sur la prise de parole en public sans jamais s'exposer à la Ça prise de reste parole en mental. public. Mm. C'est ça. Et en plus, tu as deux biais qui rentrent ici en action. Le premier, c'est... comment il s'appelle? J'ai plus le nom en français. Grosso modo, c'est l'illusion de l'apprentissage. En fait, tu lis quelque chose, tu vois des vidéos, tu as l'impression de déjà passer à l'action. Alors que tu n'es pas passé à l'action. Mais le fait d'avoir déjà juste cliqué te donne cette impression-là qui te limite. Et le deuxième biais, cette fois-ci, c'est l'analyse, la paralysie par l'analyse, qui fait que tu vas tellement lire de choses que tu vas être paralysé par toutes les choses qui sont à faire. Donc tu vas faire que de théoriser les choses sans jamais passer à l'action. Sauf que, encore une fois, tu as beau lire tous les livres possibles, imaginables sur le fait de faire du vélo, tant que t'en fais pas, tu feras pas de vélo. C'est impossible. Comme pour la conduite, c'est pareil. Le code n'est pas la conduite. Ouais. Le code est une composante de la conduite, mais ne suffit pas en tant que tel pour savoir conduire. Donc, on commence par identifier le point d'arrivée. Après, on met le point de départ. On voit le chemin qui le mène à ce point-là. OK? Après, on transforme ça en habitude. Et c'est là souvent que le bas blesse. Parce que souvent, des gens prennent des bonnes résolutions, etc. Je vais être comme telle personne, avoir telle compétence, tel comportement, et j'en passe. Mais derrière, déjà, non pas de plan d'action pour y arriver, ce qu'on a vu précédemment, mais de surcroît, en fait, non pas de déclencheurs qui vont les pousser à mettre en place l'habitude en question. Rappelle-toi précédemment le Kinder Bueno. Ouais. On l'a mentionné précédemment. Si t'as faim, t'as un Kinder Bueno chez toi que tu vois, c'est un déclencheur. Je veux le prendre, je veux le manger. Il est pas là, il n'y a pas de déclencheur, il n'y a pas de comportement. En fait, il faut qu'il y ait des éléments dans ton environnement qui te rappellent la nécessité de faire cette habitude. Donc, imaginons que une des habitudes, ça soit faire des virelangues. Tu connais peut-être un peu ce qu'est un virelangue. Par exemple, 12 douches Non. douces, c'est un virelangue. C'est Ok. une succession de mots qui forment une phrase et qui sont très compliqués à prononcer. Ok, d'accord. Par exemple, que c'est tentant de tenter, de tâter, de téter, les tétés de tata quand tonton n'est pas là. Ça, c'en est un aussi. Ok. J'en ai fait durant des années. Mais c'est un virelangue. Justement, c'est pour t'apprendre à ne pas trop bafouiller, à bien articuler, à bien décomposer les mots. Toi, 16, chaise, sèche, c'en est un aussi. Ok. Ouais, je vois. Donc, imaginons que ton exercice, ça soit pour ton articulation, de bien faire des virelangues tous les jours. Là, tu peux te dire, ok, à chaque fois que je me lave les dents, dès que j'ai fini, je fais un virelangue. Ton déclencheur, c'est le fait de se laver les dents. Et pourquoi j'ai pris le fait de se laver les dents? Parce que c'est un déclencheur qui va être fixe dans la journée. Il sera pas constamment à la même heure, hein, mais il sera forcément présent. Ouais. Par contre, si tu mets un déclencheur du style dès que telle musique passe à la radio, je fais ça, ça sert à rien, ça ne marche pas. Ouais, plus compliqué là. Voilà, parce qu'il y a une notion d'aléatoire qui ne fonctionne pas. Ou si le déclencheur est chez toi, mais le comportement, tu veux le faire à ton travail, pareil, ça ne marchera pas.
Donc, tu te dis, OK, simplement, je me lave les dents. Ça, c'est ce que j'appelle moi la locomotive du train. C'est le déclencheur qui est fixe. Après, je fais mon vire-langue. Première locomotive. Deuxième locomotive, potentiellement, je fais quelques exercices de diction. Après, tu en montant que tu veux. Dès lors que tu as le déclencheur, tu peux faire succéder des actions, tu peux le faire. Ouais. Donc, c'est le plus important. Il faut encore une fois, en fait, on en revient à cette notion d'économie d'énergie. Il faut que la friction au démarrage soit la plus simple possible aussi. Donc déjà, la friction ici est levée par le déclencheur qui vient te rappeler à toi l'information. Tu vas pas la chercher, c'est elle qui se rappelle à toi. Et de surcroît, comme je l'ai dit précédemment, c'est faire un vire-langue. C'est pas très gros comme exercice. Oui, parce que souvent, en fait, on met des ambitions assez démesurées. Bah, c'est je fais 3 heures de sport tous les jours. Non, si tu pars de 0, fais pas 3 heures. Ouais, Même si tu c'est pars ça. de 8 ans de pratique, fais pas 3 heures non plus, ça ne sert à rien. T'es Bien pas sûr. bodybuilder, ça ne sert à rien. Tu veux faire du sport, par exemple, commence par faire des tractions potentiellement. Comment tu fais? Tu mets une barre au niveau d'une porte chez toi. Tu as une porte, tu mets une barre, dès que tu passes en dessous, tu te dis ok, je fais au moins une traction. Ah, pas mal. Pendant que je fais mon café, un déclencheur qui peut arriver tous les matins, je fais des squats. Et là, ça revient à une notion. Alors, je sais plus que c'est qui l'a mise. Je crois pas que ce soit Feldman Barrett. Non, je sais plus, peu importe. C'est ce qu'on appelle l'implémentation d'intention. Ok. En fait, c'est un peu ce qui englobe ce qu'on vient de dire ici. C'est une équation, on va dire, qui dit si X alors Y. Ouais. Si je me lave les dents, alors je fais un vire-langue. Si je passe sous telle porte, alors je fais une traction. Si je fais mon café, alors je fais des squats. Vraiment, si on reprend le schéma global, c'est j'identifie la compétence que je veux avoir, ou idéalement la personne qui incarne cette compétence. J'évalue mon niveau actuel. Je vois les compétences qui me manquent pour l'atteindre. Je prends les plus importantes, je les décompose en micro-compétences, et je m'exerce tous les jours. Pas Ouais, encore c'est une hyper fois, intéressant. des Hyper habitudes intéressant. simples et évidentes et efficaces. Parce que tu vois, le problème de enfin, nous, on appelle ça de la modélisation Oui, en bah on est en hypnose, plein en dedans, oui. PNL. Mm. Et du coup, c'est hyper important de le voir comme toi, tu es en train de l'expliquer, parce que souvent, quand on modélise quelqu'un, on Mm. a aussi, ben, on va modéliser quelqu'un qu'on trouve déjà bien avancé dans ce qu'on aimerait modéliser. Et du Mm. coup, c'est là où ça devient embêtant, c'est que on fait pas ce travail de quel est le parcours entre là où moi je pars et là où je veux arriver. On essaye tout de suite d'arriver au bout et justement là où la personne est déjà. Donc le fait de, avec beaucoup d'honnêteté et de modestie, de regarder de là où on part, ça va nous permettre justement d'établir ce plan qui va nous mener vers cet objectif. Mm. Et sans faire ça, bah, ça fait que on se met face à des murs parce qu'on n'arrive pas à mettre en place les choses qu'il faudrait, parce que c'est beaucoup trop éloigné de là où on se trouve à l'instant Mm. T. Et Donc il reste c'est hyper intéressant. 2 éléments plus à rajouter à l'équation. Le premier, c'est la pratique délibérée, vraiment déjà, c'est de pratiquer. Il faut le faire et Ouais. consciemment. Et je dis délibéré, c'est d'où l'importance d'isoler des connaissances et des compétences. Là, je Mhm. l'ai pas. Bah, typiquement, quand je fais du Krav Maga, quand je fais un combat souple pour quelqu'un, je pars avec un objectif dans le combat souple. Beaucoup partent bien en tête, je suis un combat, c'est bien sympa. Moi, c'est peut-être ok, durant le combat, je vais l'amener 3 fois au sol. Donc, je me focalise sur comment je peux l'amener efficacement 3 fois au sol. Toi, je conscientise l'action que je veux réaliser en amont du passage à l'action. Par exemple, j'aurais pu me dire avant le podcast, je veux gérer mes silences. Donc mon seul point d'intention durant tout l'échange avec toi aurait été le fait de gérer mes silences. Si je bafouille, c'est pas grave. C'est pas mon point de travail. Si je me trompe, c'est pas grave. C'est pas mon point de travail. Moi, ce sont les silences aujourd'hui. Et c'est uniquement en étant très précis sur une compétence que tu veux mettre en application que tu pourras ou non, justement, apprendre à la développer et la travailler. Si je bosse d'un coup au Krav Maga, gauche-droite, les jabs, les crosses, les crochets, etc. Ok, où est-ce que j'ai progressé? Je sais pas. Ouais. Parce que j'ai modifié trop d'éléments dans mon attitude pour savoir si ou non j'ai progressé quelque part. Mais c'est Ah, et durant puis du 5 coup, il n'y a pas séances. d'intention. En L'intention, elle plus, est hyper importante. Donc, c'est ouais. ça. Ouais. Et ça, je le dis très souvent à mes partenaires, je dis fixe-toi un but, je m'en fixe un. À la fin, on débrief. Mm. Faites ce job-là, et ça, on le fait jamais. Et même dans tous les sports de combat, aucun entraîneur ne vient prendre le temps avant les combats finaux de dire ok, les gars, on a bossé ça, cherchez à le placer. Ça, on le fait jamais. Et pour moi, c'est un manquement, mais qui est terrible par rapport à ça. Donc, première condition, effectivement, cette notion de pratique et de surcroît de pratique dite délibérée. Donc, consciemment, je pratique la compétence que je veux développer. Deuxième élément, c'est il faut un enjeu, il faut une deadline. Ce que j'appelle moi les sprints d'apprentissage. Je ne commence jamais l'apprentissage d'une compétence que je veux développer sans mettre une date butoir. Parce que souvent une compétence, c'est un élément qui est plus du luxe pour le cerveau humain qu'une nécessité. S'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de passage à l'action. La meilleure des deadlines possibles, c'est réellement quelque chose qui est public, on va dire. On Ouais. bosse la prise de parole,
Et ben, j'ai une conférence à animer. Bah, en fait, t'as pas le choix. Parce que c'est là. Donc, t'as la pression qui est positive, qui va te pousser à passer à l'action. Moi, récemment, j'ai fait une Spartan Race de 21 km. Je me suis Oui, inscrit. d'ailleurs, félicitations, j'ai suivi un peu Merci ça. beaucoup. C'est impressionnant. Je me suis inscrit avant d'avoir repris la course. Parce que c'est l'inscription qui a motivé la reprise de la course. Bon, reprise de la course, hein, j'ai couru peut-être 20 fois à 6 km, voilà. Mais mine de rien, j'ai réussi à la faire. Et je me suis engagé auprès d'amis. On en revient à cette notion de pression sociale en plus. J'ai Pression pas le choix en fait, c'est sociale, annoncé tout à fait. publiquement. Donc voilà, vraiment, engagez-vous. Vous avez quelque chose, par exemple, vous voulez apprendre l'anglais. Ok, je pars seul dans un pays anglophone dans 3 mois. Maintenant, je me donne les moyens. Parce que ça, on l'oublie trop souvent malheureusement. C'est la contrainte qui provoque la créativité. C'est uniquement quand vous serez dos au mur que vous allez trouver des super solutions pour vous entraîner à progresser par rapport à une compétence que vous souhaitez développer. Tout à fait. Et une autre notion aussi qui est intéressante ici, vu que l'enjeu est important pour vous, les leviers d'action qui apporteront le plus de résultats seront, on va dire, très peu nombreux. Je m'explique. Quand j'accompagne mes clients par rapport à tout ce qui est business, je leur fais souvent reformuler leur but en pensée x10. Par exemple, tu me dis, toi, que tu veux faire 100 000 euros cette année de chiffre d'affaires. Ok, tu peux avoir 1000 possibilités. Faire plus de podcasts, plus d'articles, mieux communiquer, faire des partenariats, faire plus de produits. Maintenant, si tu dis que tu vas faire 1 million d'euros cette année, tu auras 2-3 leviers, pas plus. Sauf que ces 2-3 leviers-là, pas plus, t'apporteront facilement les 100 000 euros. Et plus que les 100 000 euros potentiellement si tu les actives. Donc le but n'est pas tant de chercher 1 million, mais d'apprendre à isoler le 20% des actions qui produiront plus de résultats. Parce que je préfère échouer un plan à 1 million que de réussir un plan à 100 000. Et ça me permet de reboucler par rapport à une réponse à laquelle que j'ai pas apporté tout à l'heure, cette notion de frustration la journée que tu évoquais. Au tout début du podcast, comment est-ce qu'on fait quand on a trop de tâches à faire, on est frustré. Donc déjà, on a vu l'agenda précédemment. Je fais une aparté, je suis désolé parce que j'ai zappé, mais c'est important. Mais surtout, en fait, je le dis très souvent à mes clients ça aussi, je préfère sous-staffer ma journée, m'accomplir tous mes objectifs, plutôt que de la surstaffer et de pas les finir. Autrement dit, je préfère me mettre 3 buts que j'atteins à 100%, plutôt que 10 buts où j'en atteins 7. C'est paradoxal parce que j'aurais fait plus avec les 7. Sauf que si je finis mes 3 buts tous les jours, la dynamique est constamment positive. Mais si j'en réussis plus sans tout réussir, donc les fameux 7 sur 10, la dynamique est négative. C'est j'ai moins fait que prévu. Il y a Et un l'état goût d'esprit n'est pas d'inachevé, le en même. fait. L'état Ouais. d'esprit n'est pas le Ouais, même. ouais. Il y a pas mal de choses que tu as abordées qui, moi, m'ont beaucoup aidé, notamment le fait d'avoir ce déclencheur. Ouais. Moi, j'ai pas toujours été quelqu'un de sportive. Je le suis depuis maintenant presque 8 ans. Mais en fait, j'avais toujours en fait ce truc de bah, je vais me mettre au sport, je vais le faire, ouais, je vais le faire. Et puis en fait, je le fais pas. Ou alors je le fais un temps et après j'abandonne au bout d'un moment. Et je pense que ça concerne pas mal de gens aussi qui nous écoutent, pas forcément que sur le sport, mais sur plein d'autres sujets. Et c'est vrai que le fait aussi, comme tu disais, d'accoler ça avec une autre tâche qu'on fait tous Mm. les jours. Enfin, moi, je sais qu'au début, c'était tout bête, mais le fait d'accoler 5 minutes de sport dans ma routine du matin, à la Mm. fin, bah, c'est ça qui faisait que je le faisais en fait. Et que c'était tellement court, donc on pourrait se dire, mais c'est ridicule, ça sert à rien. Mais cumuler 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, bah ça m'a vachement aidé en fait, derrière, à me dire, bah en fait, je suis capable de le faire. Mm. Et ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable de tenir quelque chose dans le temps, dans la durée. Et ça a fait en fait monter en flèche ma confiance en moi et mon estime aussi qui font que derrière, bah, j'ai développé le truc, j'en ai fait de plus en plus, et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée à me définir comme quelqu'un de sportif, alors que à l'époque, pas du tout. Et Donc on le c'est sait très aussi... bien, je t'ai interrompu, je suis désolé, mais en Ah PNL, non, que pas de tu souci. pratiques, et je connais aussi, je me suis formé en PNL il y a maintenant quelques années, et aussi en hypnose, en fait, qu'on a beaucoup de croyances limitantes et on peut faire facilement péter des verrous mentaux. Moi, la Spartan Race, en fait, pour moi, faire les 21 km, ça me semblait être, alors non pas impossible, mais très compliqué. Et je l'ai fait, alors, pas facilement, mais je l'ai fait. Maintenant, en fait, le verrou mental a sauté. Ce qui fait qu'en fin d'année, je vais essayer d'enchaîner une 5, une 10, une 21 sur un week-end. Et ce qui fait que l'année prochaine, je vais tenter une 50. Donc, toi, en fait, tu fais sauter des verrous mentaux. En commençant un petit peu Ouais. de sport, tu dis, OK, je peux le faire. Et vu que c'est vraiment cette notion, c'est très dopaminergique. Vu que je peux, je veux plus. Et je vais essayer de faire plus. Jusqu'à atteindre un stade, au fait, où je fais trop. Mais c'est intéressant aussi de côtoyer le trop. Parce que c'est en côtoyant les extrêmes que tu vas revenir à un point plus d'équilibre.
Tout à Je fait. t'ai interrompu, désolé, mais voilà, je voulais compléter un peu tes propos Non, par ces points-là. c'est top. Alors, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce qui se passe dans notre tête, Oui. comment tu mets ça en place dans ton quotidien? Parce qu'il y a énormément de choses, tu vois, Mhm. dans ce qu'on a pu aborder. Toi, comment ça se traduit dans ton quotidien? Est-ce que tu pourrais un peu nous faire un espèce de back-office de comment t'organises tes journées pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche, nous donner envie de mettre en place tous ces petits tips que tu nous as donnés? Mhm. Alors, je vais te donner mes journées, mais mes journées ne seront pas les vôtres. Moi, je tiens à le préciser, c'est important quand même, parce qu'on est tous différents. On était déjà Mais à un autre niveau, je pense alors, que... il y a ça, mais aussi, ce qui me correspond, te correspond pas spécialement à toi. Ouais, c'est ce que Mais tu as évoqué tout à l'heure. pour autant, il est quand même intéressant, et ça, c'est un aparté avant de commencer justement cette notion de routine, on va dire, de vie. Il est intéressant, quand vous suivez des conseils, par contre, d'être très dogmatique par rapport à l'application de ces conseils en question. Ça, j'aime beaucoup le dire. Je suis contre le dogmatisme, on va dire, en fin de course, mais pour le dogmatisme en début de course. Pourquoi? Parce qu'en étant dogmatique par rapport aux choses qu'on peut nous enseigner, on voit les limites des enseignements qu'on va nous partager. Et c'est en comprenant ces limites qu'on vient créer notre cadre à nous. Et ça, c'est super important, je pense. Mes Tout à fait. matinées, alors, on va commencer par le matin. Allez, réveil naturel, je dirais, sur le coup des 6 heures du matin. Ça, c'est moi. Dès que je me réveille, j'ouvre les volets pour m'exposer au soleil parce que, on l'a évoqué précédemment, on est médié par un rythme qui est le rythme circadien. Et le déclencheur principal, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil. Et en fait, c'est la lumière, pour être précis. Mais en particulier celle du soleil, pardon, qui est très puissante. Et en fait, si on vient s'exposer au soleil le matin, on vient directement synchroniser cette horloge-là, qui vient dire au corps et au cerveau comme quoi c'est l'heure de se réveiller et non plus d'être dans le sommeil. Oui, donc tous ceux qui restent dans le noir avec les volets fermés pendant... On évite. Bah, On toi, tu as évite. mentionné le sport le matin, c'est aussi un très bon déclencheur. Mm. En fait, il y a 3 leviers sur lesquels jouer le matin pour couper l'inertie du sommeil, le côté un peu groggy que tu peux avoir. La lumière qui vient synchroniser les rythmes biologiques, comme dit précédemment. Après, il y a la température. Parce que pour passer du stade, Aurélie te parlera très bien si tu l'invites, donc ma compagne, pour passer du stade plaisir. d'éveil au stade de sommeil, il faut que ton corps baisse de 0,8 degrés. Donc faire le passage inverse, il faut qu'il monte de 0,8 degrés. Ok. Ok, le dernier, c'est l'activité. Donc, lumière, température, activité. Lumière par le soleil ou en hiver par tout ce qui est luminothérapie. T'as des lampes spéciales par rapport à ça. C'est moins puissant, mais ça reste intéressant. Un soleil à son zénith, c'est 100 000 lux en puissance. Une lampe de luminothérapie, c'est 15 000. Mais ça reste Ok. quand même une bonne solution en hiver ou quand le temps est couvert. Après, la température, tu peux le faire de 2 façons différentes. La première, c'est par le mouvement, comme tu le fais avec ton sport, qui fait que ça te réveille le matin, ton sport, généralement. Et en plus, donc, tu viens créer de l'effort, donc tu viens jouer sur les 2 leviers qui sont l'effort et la température. Et l'autre solution, c'est de passer par une douche froide. Parce que paradoxalement, l'exposition au froid vient créer un stress dans ton corps. Il veut compenser la baisse de température par une élévation rapide de sa température. Donc tu viens surcompenser par le mécanisme de thermogénèse. Donc le matin, voilà, Oui. grosso modo, à mon niveau, je me réveille, exposition au soleil, je m'étire et je commence mon sport pendant environ 35 minutes. J'ai ma salle chez moi, c'est l'avantage, j'ai tout ce qu'il faut. Le rêve. Ouais, le rêve que je me suis créé, c'est vrai que c'est pas mal du tout. J'ai tout ce qu'il faut à domicile, c'est juste parfait. Il n'y a pas de friction. On en revient à cette notion de friction en fait en moi. Tout à fait. Il n'y a pas de coût, pas de déplacement, rien. C'est chez moi, je suis seul. Les machines sont 100% disponibles, je suis tranquille. Après, mes enfants, généralement, se réveillent sur le coup des 7h30. Donc là, je fais le repas, je suis avec eux jusqu'à grosso modo 8h30. Je les amène soit à pied à l'école, soit en voiture. Dans tous les cas, je rentre à pied de l'école. Je parle avec Aurélie, ma compagne. Après, je commence à travailler. Là, je commence mes 2 sessions de travail, on va dire, ultradien, comme mentionné précédemment. Et mon but, il est 90 simple. minutes. C'est ça. C'est de me dire, en fait, j'ai pas mangé précédemment, je jeûne personnellement. Je suis du jeûne intermittent. Et en fait, mon but, c'est que je puisse avoir terminé ma journée avant midi. Il faut que je puisse me dire que ma tâche la plus importante du jour, celle qui me fait avancer par rapport à mon cycle à 12 semaines, parce que je fonctionne par des cycles à 12 semaines, soit faite dès le matin. Ce qui fait que l'après-midi, potentiellement, si j'ai un podcast, c'est OK. Si j'ai des imprévus, c'est OK. Les enfants sont malades, c'est OK. Parce que ma journée reste gagnée. Ok. Ok, ça pour moi, c'est très important. Après, donc, fin de matinée, je mange, je fais ma sieste, je marche, je reprends le boulot. Je refais encore une marche dans la journée. Et après, mes enfants arrivent le soir. Je mange assez tôt, sur le coup des 6h30 généralement, voire 6h parfois, j'aime bien manger tôt. Après, soit j'ai un sport de combat le soir, auquel cas j'y vais, soit j'en ai pas, et auquel cas, soit une petite série qui m'accompagne jusqu'à pas très tard, 22h vraiment grand max, je coupe les écrans, grand max, et idéalement une partie de jeu de société.
Je suis un grand partisan des jeux. En effet, on a encore l'image très Monopoly, très la bonne paye, sauf qu'il y a des jeux beaucoup plus évolués maintenant. Ah Et en ouais, il y a des plus, super jeux maintenant qui ouais. existent. Ouais. Et l'avantage des jeux, j'en parle très souvent à mes clients, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour développer sa flexibilité cognitive et sa réserve cognitive. En effet, les jeux, c'est un moyen d'entraînement du cerveau qui est juste exceptionnel. Et en plus, qui passe non pas par le prisme de l'effort, mais par le prisme ludique. En fait, un jeu, qu'est-ce que c'est? C'est chaque jeu a ses propres règles, ses propres mécaniques, ses propres couleurs, ses propres textures. Il faut constamment recomposer avec ça. Il faut parfois collaborer, parfois potentiellement il faut tricher, parfois jouer contre le jeu, parfois jouer contre une autre personne. En fait, c'est beaucoup de mécaniques internes qui te forcent à réfléchir, à restructurer tes pensées et aussi à te rappeler des mécaniques du jeu, des techniques quand tu changes de jeu. Et en Ah, plus, c'est vrai que ouais. c'est assez puissant, ouais. Et tu te fais en plus l'économie des écrans. Quand tu joues, t'es pas devant une télévision. Tout Car, à fait. on s'en rappelle, on l'a vu précédemment, le signal qui induit l'éveil, c'est la lumière, mais aussi celle des écrans. D'où cette lumière bleue que tout le monde critique. Elle a critiqué le soir, pas le matin. Le matin, elle est intéressante parce qu'elle éveille. Le Ouais. soir, elle est pas intéressante parce qu'elle éveille aussi. Typiquement, hier, quand j'ai fait mon passage de ceinture de Krav Maga, il y avait que des néons, pleine balle jusqu'à 23h minuit. Autant dire que quand je suis rentré chez moi pour m'endormir, ce fut très compliqué. Parce que le signal qui a été envoyé à mon cerveau, c'est le jour. Il fait jour, ouais. Et de surcroît, on faisait des combats. Donc, thermogénèse, activité, lumière. Tout ce qu'il faut le matin, tout ce qu'il ne faut pas le soir. Ouais, donc du forcément- coup, tu conseilles pas non plus de faire du sport le soir, par exemple. C'est pas une super idée, quoi. Pas avant d'aller Alors, se coucher, en tout cas. idéalement, non, mais ça a pondéré par le fait que les sports en club se passent le soir. Mm. Si c'est que 2 soirs par semaine, allez-y. En fait, faut Mieux avoir vaut ça conscience que des rien choses. du tout, Ouais, ouais. et pas en avoir conscience et apprécier. Parce que si on part dans l'optique trop biohacking où je me dis en fait, si je fais du sport le soir, c'est pas bien, mais j'aime mon sport, du coup en fait on vient presque s'autocritiquer, les effets Mm. sur le corps seront délétères et négatifs. Tout à fait. C'est comme l'alimentation. Tu sais qu'une pizza c'est pas bon, tout le monde le sait, mais je préfère manger une pizza en prenant du plaisir avec des amis, etc., que manger un plat healthy devant un écran et des emails. Mm. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Je recevrais Mm. mieux la pizza si mon corps est détendu pour la recevoir. Si je mange un plat sain, une bonne salade, avec ma femme qui veut me tuer, mon fils qui est drogué, etc., et mon patron qui m'a viré, ça doit être une super salade. Vu que le corps est en état de stress, donc en mode sympathique et non pas parasympathique, il ne sera pas capable de digérer efficacement. Encore une fois, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. On en revient à ça. Mm. Donc voilà un peu ma routine en quelque sorte. Après, beaucoup de mouvements, beaucoup de sport, beaucoup de marche. Pour moi, c'est essentiel. La position assise, je déteste ça. Dès que je peux, je l'évite. D'où ce bureau qui est derrière, encore une fois, avec un tapis de marche. C'est Tu volontaire. nous as fait l'honneur aujourd'hui de t'asseoir. Je te remercie pour ça. Ah, je préfère pour un podcast, par contre, qui est posé déjà par respect envers toi-même et par rapport aux personnes qui nous écoutent, parce que parler 1 heure, 1 heure et demie, non-stop en marchant, c'est quand même assez taxant, tu vois. Oui, mais Puis, derrière, je vais marcher. quand t'as que le son, après, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pas? Oui, complètement. Et de surcroît, la marche que je fais sur tapis ne compense jamais la marche que je fais dehors. Mm. Avec un client, je peux marcher, typiquement, je peux enchaîner 2 appels de 1 heure, donc 2 heures de marche sur tapis, et je vais marcher dehors après quand même. Parce que l'on revient à cette notion de magnéocellulaire dont j'ai parlé, d'exposition à un courant d'air qui est frais, entendre la nature, voir la nature. Ça me repose. Marcher sur un tapis, c'est un palliatif, quoi. C'est tant mieux, c'est un bonus. Mais c'est pas ça qui me rend, on va dire, bien dans mon corps. Et tu vois, on en revient un peu à cette notion d'intention dont on parlait tout à l'heure. Je trouve ça intéressant que tu le matérialises comme ça parce que même si tu fais tes 2 heures de tapis, voilà, tu te dis, ben en fait, l'intention, elle est pas remplie. Parce que Oui, c'est pas juste, ça y est, j'ai fait mon truc, c'est bon, c'est ça. en fait. Comme pour le sport. Je le fais parce que j'ai besoin de me connecter avec la nature, j'ai besoin d'être en mouvement, j'ai besoin de prendre l'air, de prendre la lumière du soleil. Et c'est complètement différent, en fait. Je pense que quand on n'a pas la bonne intention, entre guillemets, on fait pas les choses pour les bonnes raisons. Et ça joue aussi énormément sur notre productivité à faire ces choses-là. Parce que, il y a quelque chose dans notre cerveau qui dit, mais en fait, tu le fais, mais t'as pas envie de le faire. Donc, On en revient à une notion capitale développée par Sébastien Boller qui s'appelle le sens. Tout simplement. Il faut que les choses fassent sens pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, les gens ne sont pas motivés, généralement, en entreprise. Parce que les objectifs de l'entreprise font sens pour l'entreprise, pas pour les individus qui composent l'entreprise. En fait, le cerveau humain, c'est un organe qui est très égoïste. Même un acte d'altruisme, c'est de l'égoïsme. Parce que tu te fais plaisir au travers de l'altruisme.
C'est C'est ça. que de l'égoïsme. En fait, ce qui m'incombe moi, peu importe ce que disent les gens, c'est la vérité. Ce qui m'incombe moi, c'est ma personne. Juste moi, c'est ma survie à moi. Parce que par ma survie, passe la survie de ma descendance, etc., quoi. Passe mon Mm, intégrité physique, tout passe par moi, en fait, dans mon monde, c'est pas le tien, etc. Donc, ce qui veut dire que si les objectifs d'une boîte ne feront pas écho aux besoins des individus, les individus ne seront pas motivés pour les atteindre. C'est une des raisons pour lesquelles, en fait, dans mon livre, j'en parle, hein, de cette notion de sens. Il faut vraiment que, en tant que chef d'entreprise, ou en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, se donne du sens au niveau des collaborateurs par rapport aux objectifs à atteindre. Qu'est-ce que mm, l'atteinte de ces buts-là va assouvir spécifiquement chez Didier, Christelle, Martine, peu importe. mm, Qu'est-ce que ça va t'apporter toi en tant qu'individu? À quoi ça va te servir? Qu'est-ce que ça va vraiment, on va dire, comment ça va t'élever? Comment tu vas mm, mm. grandir par l'atteinte de ce but-là? Et si jamais le responsable, le dirigeant ne fait pas ce travail-là, faites-le vous-même. Ok, là on veut typiquement que le chiffre d'affaires de la boîte soit 2 fois supérieur. Moi en tant que commercial, qu'est-ce que ça va m'apporter? Concrètement, comment est-ce que je peux en tirer des compétences? Est-ce que par exemple, je dois améliorer ma capacité à closer? Si j'aime ça, ok. Donc le but, c'est pas spécialement de contribuer à l'atteinte de ce chiffre 2 fois supérieur, c'est d'améliorer ma capacité à closer. Qui est une Mhm. compétence qui là me parle, qui là me fait plaisir. Et du coup, simplement l'atteinte du chiffre d'affaires, ça que la propriété émergente de cette compétence que je vais développer. Mm. Et là, ça fait sens pour moi. Je sais pourquoi je me lève. Je vais prendre du pied, du plaisir au travail. Alors que le chiffre, pour moi, ça ne me parle pas. C'est super important, effectivement, dans cette notion de conscientiser, comme tu l'as dit, et aussi que tout fasse sens pour moi. Moi, mon sport du matin, c'est pas une case à cocher. Il y a un sens pour moi. Ne serait-ce que le sens d'être le père que je veux incarner dans le regard de mes fils. C'est un sens qui est très puissant. Parce que je vais être ce père-là qui est fort, qui peut défendre sa famille. C'est ma vision de la parentalité et de la paternité. Donc je veux l'incarner. Donc je fais mon sport pour incarner ça. Si j'ai une baisse de motivation, je me rappelle le sens premier de la musculation. Et la motivation revient. Parce que ça fait partie de moi. C'est quoi mon identité, comme tu l'as dit précédemment, par rapport au sport aussi. Et ça, c'est très très puissant. Les valeurs, en fait, quand on va chercher les valeurs qu'il y a derrière chaque action qu'on fait, ça, bizarrement, ça fait monter la Ah, motivation. c'est là que le manque de religion fait mal aussi, parce que la perte de religion a créé une perte de sens. Mm, mm. Avant, les gens étaient, on va dire, intègres dans la vie de tous les jours, ne volaient pas, ne tuaient pas pour la majorité, parce qu'il y avait un sens à ne pas le faire pour être au paradis par la suite. Je dis pas que je suis croyant, je dis pas que je ne le suis pas, c'est pas le sujet ici, mais vraiment, il y avait un sens. La vie après la mort était un sens pour ces personnes-là. Parce que le comportement que je vais avoir sur Terre aujourd'hui déterminera on va dire, le résultat de ma vie future. Et pour Mhm. l'éternité en plus. Donc, soit je vais au paradis, soit je vais en enfer. Donc, il y a un sens pour moi. Grosse pression, là, quand même. Ouais, grosse pression. Pression éternelle, encore une fois, en plus. Donc, ne pas tuer, pour moi, en fait, c'est même pas une question. Ne pas voler, c'est même pas une question. Ne pas tromper, c'est même pas une question. Parce que ça fait sens, c'est logique, c'est induit. Et ça, on l'a plus Tout à aujourd'hui. fait. Donc, je pense qu'à ce titre-là, le manque de religion peut faire mal au monde dans lequel nous sommes. Ouais, de religion, De même de spiritualité, de façon plus large, spiritualité, voilà. ouais, De de façon spiritualité, plus on peut large. l'étendre, on peut l'étendre. Tout à fait, tout à fait. Il reste énormément de choses qu'on n'a pas abordées, qu'on pourra pas aborder pendant cette heure. Euh, Ça fait 1 heure déjà? ça fait Ah, ça pratiquement fait 1 heure, 1h15. ouais. Ouais, tu vois, donc ça fait beaucoup de temps, même si on a un peu discuté au début. Euh, Il y a 2 questions que je pose systématiquement dans le podcast quand je reçois des invités. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à changer? C'est super intéressant. Alors pour moi, on l'a vu un peu précédemment, mais déjà, c'est le fait qu'on va pas respecter l'adage que la meilleure façon de manger un éléphant, c'est fourchetter par fourchetter. On voit trop la big picture, on voit trop l'étape finale sans chercher à décomposer les choses. Donc forcément, on en revient à cette notion d'énergie. Face à une montagne à gravir, naturellement, le cerveau se dira non, je veux pas y aller. Parce que la dépense d'énergie est trop importante par rapport à ce qu'on a en réserve aujourd'hui. Et par rapport aussi à cette notion de bénéfice qu'on n'aura pas immédiatement. Donc plus cette notion de potentiellement chercher à viser plus petit pour commencer. Toi, tu l'as dit précédemment, tu as commencé par 5 minutes de sport. T'as pas commencé par 1 heure et demie. Et ce sont Ouais. ces 5 minutes qui, au cumulé, ont créé potentiellement l'heure et demie que tu fais potentiellement aujourd'hui plusieurs fois par semaine. Mm. Tu n'aurais pas commencé par l'heure et demie. Parce que ça ne marche pas. Parce que tu aurais trouvé 1000 excuses de j'ai pas le temps, j'ai pas envie, etc. Alors que 5 minutes, en fait, tout le monde les a, les 5 minutes. Donc, je pense qu'il faut mieux commencer petit pour après élargir, plutôt que de trop élargir
et d'un coup, bah, ça marche plus. C'est comme cette notion de prendre une bonne résolution de j'arrête de fumer. En fait, tu passes de 3 paquets par semaine à j'arrête de fumer. Fais un plan. Tu dis, OK, en janvier, 3 paquets, on reste pareil. Février, par contre, on diminue à 2,5. 2, etc. Progressivement. On y va étape par étape. Je préfère une personne qui va progressivement, chez qui ça met du temps, mais qui a un vrai changement à terme, qu'une personne qui va de façon brusque, avec un cerveau qui l'empêche de y aller et qui abandonne rapidement. Donc pour moi, c'est cette notion Bah, de segmentation, de découpage. c'est exactement ça et ça me fait penser à cette notion d'identité, encore une fois, dont on parlait. Mm. C'est, en fait, on a tendance à vouloir devenir une autre personne du jour au lendemain. Mhm. Et tu vois, moi, ça m'a un petit peu fait cet effet-là. Je te parlais du sport tout à l'heure, mais on a tendance à se dire, bah voilà, Micheline qui fait 5 séances de sport par semaine, qui va à la salle 5 fois, etc. Bah, je la vois, j'ai trop envie de la modéliser, donc je vais faire pareil. Mm. Sauf que moi, je suis Mona, en fait. Je suis pas Micheline. Et du coup, Oui. Mhm. si du jour au lendemain, j'essaye de faire comme elle, bah, c'est hyper compliqué. Et surtout, c'est pas moi. Mhm. C'est pas moi. Et c'est pas l'histoire que je me raconte depuis des années, des années, des années. Et c'est ce qui fait que bah, faire le changement, comme tu dis, très progressif, j'ai l'impression que quelque part ça trompe le cerveau. Alors je sais pas trop comment ça se passe à ce niveau-là, peut-être que tu peux nous éclairer, mais que du coup le cerveau voit pas le changement qui se produit en fait. Bah, en fait, c'est pas tant que tu le trompes, c'est que tu viens créer des circuits de production de dopamine beaucoup plus courts. Tu fais tes 5 minutes de sport, t'es fier de toi. Du coup, tu crées de la dopamine qui va te motiver à faire tes nouvelles 5 minutes de sport le lendemain. Alors, dopamine, c'est qu'un des neurotransmetteurs qui produit aussi beaucoup de sérotonine pour l'ego. En fait, tu as vraiment créé cette notion de micro-récompense de je valide. Ok, je peux le faire, je l'ai fait, je me sens bien. Et par cette notion de je me sens bien, puis je me sens bien, puis je me sens bien, tu veux encore plus te sentir bien. Donc tu veux reproduire ce schéma qui te fait du bien. Et après, pour compléter aussi les propos que j'ai donnés, il y a l'autre partie de l'équation qui est le sens dont on a parlé précédemment. Est-ce que ce changement, vous le voulez pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Le j'arrête de fumer, pardon, est-ce que c'est réellement pour moi ou pour l'image que je renvoie en société? Parce qu'il y a une vraie différence. Si c'est pour les autres, ça ne tiendra jamais la route. Si c'est pour moi, Ou ça pour peut ma tenir la femme route. ou mon mari Voilà. qui Oui, supporte plus l'odeur de la fumée froide, quoi. complètement. Complètement. Donc, naturellement, demandez-vous si c'est pour vous ou non. Et si ça l'est pas, et si jamais ça vous tient, entre guillemets, à cœur pour les autres, encore une fois, voyez ce que vous pouvez vous en retirer par rapport à ça. Ouais. Et après, un autre élément aussi qui est intéressant, là, on complète un peu avec la science de la motivation. On vient très souvent chercher à visualiser le positif. Et ça, c'est un conseil très récurrent au développement personnel. Ouais, Ok, tout à fait. et même aussi en hypnose, aussi en PNL, en fait. Je vais tendre à devenir telle personne, avoir tel comportement. Sauf donc là, c'est très bien pour la dopamine. Parce que quand on visualise le positif, en fait, on crée un pic initial de dopamine qui nous pousse à passer à l'action. Sauf que ce pic va s'estomper rapidement. C'est un peu le phénomène, justement, des bonnes résolutions qui viennent se tarir très rapidement. D'où l'importance de compléter ça avec la visualisation négative. Et là, je vais faire écho directement à un concept grec assez connu. Je ne pas jusqu'à là, mais connu quand même, qui s'appelle Eros versus Thanatos. Eros, c'est érotique, la recherche du plaisir. Thanatos, c'est le fait de fuir la mort. Thanatos, c'est la mort. Et on le sait très bien, notamment au regard de la psychologie évolutive, que le fait de fuir le danger est beaucoup plus motivant que de rechercher le plaisir. Typiquement, tu cours, ton partenaire t'appelle pour un rapport sexuel, on va dire, tu ne seras pas censuré, je pense pas, peut-être tu le biperas si jamais t'es intéressé, tu vas accélérer le pas pour justement aller plus vite vers lui. Parce que tu as la recherche du plaisir qui va arriver. Tu te projettes par rapport à ce rapport et j'en passe. Tu vas quoi plus vite? Par contre, si un tigre te poursuit, tu iras encore plus vite pour faire le tigre. Parce qu'encore une fois, le désir est inférieur à l'évitement de la douleur et de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que si on active également la visualisation négative, on peut augmenter la motivation, non pas éphémère, mais sur la durée. On va prendre le cas de la perte de poids, qui est le cas le plus traditionnel par rapport à ça, le plus couramment cité. Se visualiser en forme, c'est sympa. Mais visualiser les conséquences négatives d'un non-changement de comportement, c'est encore mieux. Pour encore une fois, maintenir les efforts dans le temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut noircir tous les traits du tableau possible. Je ne pourrais pas porter mes enfants. Ils vont se moquer de moi. Ma femme va me quitter. Je serai potentiellement, je sais pas, alité toute la journée. Je serai malade et j'en passe. Donc, en se rappelant ça régulièrement, typiquement à l'échelle de la semaine, on voudra fuir cette douleur-là, donc on passera à l'action pour adopter le bon comportement qui nous fera fuir l'état qu'on ne veut pas avoir. Donc il faut compléter le plaisir avec également la peur.
Oui, le plaisir pour donner cette forme de direction, en tout cas, enfin, Ouais, de dire, de moteur. voilà vers quoi je veux aller, de moteur, et en même temps, cette visualisation négative qui permet d'utiliser finalement comment notre cerveau Mm. fonctionne, en fait, et d'être dans la fuite du danger, qu'on Complètement. rend de plus en plus imminent en y pensant jour après jour, en fait, finalement. Bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie vers l'épisode du podcast Arrêter la procrastination, qui utilise justement cette visualisation négative pour favoriser cette motivation à fuir ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas obtenir dans votre vie. C'est assez efficace. Et donc, deuxième question, en vraiment une ou deux phrases. Selon Mhm. toi, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à changer? Un sens fort. Ok. Pour moi, c'est le plus important, c'est le moteur de tout, c'est le sens. Preuve en est, hein, les gens qui sont victimes d'un cancer vont très souvent changer pour ne plus avoir ce cancer en question parce que le Ouais, sens est fort, parce que la peur de la mort est imminente. tout à fait. Mm. Donc je dirais le sens. Et bien sûr, ces belles paroles, Pleine de sens. Jérémy, pleines de sens. Merci beaucoup, franchement, pour toutes Merci, ces pépites que tu nous merci as à toi. partagées. C'était hyper enrichissant. Enfin, même moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, merci pour ça. Super. Pour celles et ceux qui veulent te retrouver, du coup, ton livre, ton podcast aussi, ton univers, où est-ce Ouais. qu'ils peuvent le faire? Tapez simplement Jérémy Coron sur Internet, vous m'aurez. Et pour les abonnés, entre guillemets, à LinkedIn, je suis assez actif sur ce réseau-là. Ok. De toute façon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous tes liens dans la description de l'épisode. Hmm. Comme ça, tout le monde aura accès assez facilement. Ok, super. Et j'espère que vous avez apprécié cette interview et les chances qu'on a eues avec Jérémy autant que moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est probablement que oui. Donc, merci beaucoup. Et pensez bien à partager, laisser une note 5 étoiles aussi, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme à chaque fois, le changement n'est que le reflet de ce que vous croyez possible de changer. Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium. Merci Jérémy. Merci à toi.